Amis internautes, bonsoir. Alors en l'absence de notre ami, Claude Janvier, c'est moi qui officie pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre. Ce soir, en parlant de plaisir, j'ai justement le plaisir de recevoir, Jean-Michel Bernochet, que vous connaissez bien, qui est, notre chroniqueur attitré et qui vient, tous les mois nous gratifier de ses analyses. Bonsoir Jean-Michel, bienvenue. Oui, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir à vous, Eric. Bonsoir à Claude aussi, qui traverse une épreuve difficile actuellement. Donc, toutes nos sympathies lui sont adressées. Toute notre sympathie lui est adressée. Voilà. Bon, alors avant d'aller plus loin, Jean-Michel, ne me mets pas dans l'embarras. Est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on se tutoie? Parce qu'habituellement, on se tutoie, mais est-ce que tu préfères qu'on se voit à l'antenne? On va se tutoyer. De toute façon, nous sommes entre amis, nous sommes en famille. Voilà, exactement. Alors, l'actualité est chargée, ces dernières semaines. Il y a eu quand même des événements intéressants à commenter, mais tu as souhaité qu'on démarre cette émission par les attentats du 13 novembre. Et je te pose la question, est-ce que tu préfères qu'on diffuse la courte séquence vidéo tout de suite et tu la commentes après? Bah oui, pourquoi pas. Ce serait un bon lancement. D'accord, alors on y va. Ça va donner le ton. Une fois mis au courant, les gendarmes sont immédiatement intervenus sur place, comme l'explique maître Jean Sagnier, avocat de Cédric Gomet, une des victimes de l'attaque. Il s'avère que ce soir-là, il y avait à proximité du Bataclan un escadron de gendarmerie qui était affecté à la surveillance du domicile personnel de Manuel Valls. Cet escadron de gendarmerie va immédiatement être alerté et va se déplacer sur place équipé de FAMAS. Il va intervenir, il va rentrer dans le Bataclan, il va en extraire un otage, une femme. Il va pouvoir, grâce à cet otage, être en relation avec d'autres otages à l'intérieur. Seulement cet équipage, cet escadron de gendarmerie, ces 26 hommes, vont recevoir un ordre très curieux. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir. Le soir de l'attaque, c'est connu, un policier de la BAC armé d'un simple pistolet et de son seul courage a fait irruption dans le Bataclan et a abattu un des terroristes avant de devoir se replier, faute d'armement.
Ce serait donc au cours des 2h18 qui se sont écoulées entre cette première fusillade et l'assaut final de la BRI que les gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls seraient intervenus avant de repartir sur ordre. Mais ce n'est pas tout. Des hommes du GIGN, eux aussi sur place, auraient reçu l'ordre de ne pas intervenir, alors qu'ils étaient en possession de matériel médical qui aurait pu servir à secourir les blessés. On sait maintenant que s'il y avait eu un certain nombre de garrots posés assez rapidement, sur ces otages qui étaient agonisants pendant 2h30, on peut imaginer que si le GIGN avait pu intervenir beaucoup plus rapidement, on aurait pu épargner un certain nombre de vies. Selon maître Jean Sagnier, les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre n'étaient même pas au courant que des gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls avaient fait irruption dans le bâtiment du Bataclan. Pourtant, les 26 hommes qui ont participé à cette libération d'otages ont été décorés de la médaille de la sécurité intérieure pour leur bravoure. Un problème de transparence inacceptable pour ces représentants des familles de victimes, qui aujourd'hui espèrent qu'un juge d'instruction sera nommé pour faire enfin la lumière sur toutes ces zones d'ombre. Alors justement, qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Michel? Eh ben, écoutez, quand on parle de zone d'ombre, c'est de l'ombre ténébreuse. Je crois qu'il y avait aussi, non, mais je me trompe peut-être, il y avait également sur les lieux, sur place, des soldats de Vigipirate ou un autre des hommes armés qui est porteur de munitions. Et eux aussi ont reçu, mais les choses se recoupent peut-être entre elles, l'ordre de ne pas intervenir. Donc, dans ces cas-là, ce grand point d'interrogation se transforme en conspirationnisme ordinaire, en disant mais qui avait intérêt à ce que la police n'intervienne pas et qu'on laisse pendant 2 heures de temps se perpétrer le massacre à l'intérieur du Bataclan. Voilà, c'est une question sans réponse. Et qui a allumé ou jeté le mégot qui a enflammé Notre-Dame? On peut poser toutes sortes de questions comme ça qui sont sans réponse, et on vous dira que les enquêteurs ont fait extraordinairement leur travail, qu'ils sont formels, inflexibles. Il n'y a pas eu d'acte terroriste concernant Notre-Dame. Et là, on ne pouvait pas faire autrement que d'attendre 2 heures de temps que les autres aient fini d'égorger une partie des spectateurs du Bataclan. Alors, moi, à l'époque, il se trouve que j'étais à Damas, dans les quartiers sud de Damas, c'est-à-dire près de l'aéroport, et ce sont les quartiers du Hezbollah. Et la veille, je crois, il y avait eu un attentat à la voiture piégée et qui avait fait 40 morts. Vous voyez, excusez du peu. Alors, je ne vois aucun rapprochement à faire entre les deux faits. Mais si ce n'est qu'à Paris, ma famille était un peu terrorisée de me savoir à Beyrouth. Et à 10h le soir, j'ai appelé Paris pour dire, mais écoutez, allumez la télévision, regardez ce qui se passe. L'endroit le plus dangereux actuellement en ce bas monde, c'est peut-être pas, j'ai dit Damas, excusez-moi, c'est Beyrouth, hein. Je parlais de Beyrouth. J'arrivais de Damas, effectivement. Je vous recommande d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur Retour de flamme, en disant que les banlieues de Damas étaient le vivier terroriste qui, à l'occasion, s'exportait vers la France. Je pense que le sujet est toujours d'actualité et qu'on aurait bien fait d'y réfléchir à 2 fois, et surtout de tenir compte et de tirer les leçons de ce qui se passait et du brasier que nous avions allumé nous-mêmes en Syrie. Donc voilà, Beyrouth, avec ses 40 morts, n'était pas l'endroit le plus dangereux de la planète, et il valait mieux tourner ses regards vers Paris et pour cette tragédie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, mais qu'avec le mauvais esprit qui m'habite et qui m'est habituel, je penserais qu'il y a aussi peut-être la chose a été en sous-main, vaguement, lointainement, très indirectement organisée ou suscitée, sachant que les Français d'ailleurs en Syrie œuvraient aux côtés de l'armée syrienne libre, mais qui étaient les gens d'Al-Nosra,
ce sont des gens d'Al-Nosra qui sont aujourd'hui au pouvoir à Damas et qui sont invités à la fois au Kremlin par M. Poutine et à la Maison-Blanche par monsieur Trump. Donc, vous voyez, il y a quand même une espèce de poteau noir, de marmite du diable, dans laquelle, évidemment, une chatte serait incapable de retrouver ses petits, mais qui pose des questions et des questions qui laissent un goût extrêmement amer dans la bouche. Mais on en parlait hors antenne, Jean-Michel, ton intime conviction sur le 13 novembre. Parce que tu dois te souvenir probablement de la déclaration de François Hollande qui disait que les États utilisaient le terrorisme comme une arme de manipulation, un moyen de propager la peur, un moyen d'imposer aux populations ce qu'elles refuseraient en temps normal. Là, d'après toi, Pour garder le troupeau, bien le garder, il ne faut pas seulement des chiens de berger, il faut des loups. Voilà. Les loups sont extraordinairement utiles. Alors, j'ai écrit un autre livre que je vous recommande, qui avait eu du succès à l'époque, enfin, un succès extrêmement mitigé, limité, hein, qui s'appelait Les fiancés de la mort, justement, sur les terroristes, je ne sais pas si on peut les qualifier de kamikazes. Les kamikazes étaient des pilotes d'avion qui se précipitaient sur les bâtiments de guerre américains. Et donc, tandis que là, on fait sauter des innocents en se dissimulant dans la foule. Il est bien clair que toutes ces guerres du Proche-Orient, et notamment ce qu'on a appelé à contresens et par un abus de langage, la guerre civile syrienne, qui était une guerre tout à fait internationale, un microscope, s'il y avait on sait qu'il y a toujours encore dans les camps, ils sont en train d'ouvrir, de vider la poche de pu des camps, où M. Al-Jolani, donc l'actuel président de la Syrie, est passé. Et donc, il a eu le temps d'être travaillé, pas seulement au corps, mais par le MI6 anglais ou la CIA américaine, qui ont dû le formater et le préparer peut-être à ses futures fonctions. Eh bien, on sait très bien que cette fausse guerre civile, qui était une guerre, c'était déjà une guerre Est-Ouest, entre le grand, quand je dis Est-Ouest, je parle du sud global et peut-être de l'Occident en perte de vitesse. On ne saura pas le fin mot des choses avant quelques années, quelques décennies, mais on peut aussi essayer de réfléchir en temps réel sur le déroulé de l'histoire et voir qu'il y a quand même des contradictions. Celle que vous venez de passer dans cette petite vidéo montre bien qu'il y a baleine sous gravillon, ou anguille sous roche, comme vous préférez. donc on ne saura pas la vérité sur cet attentat du Bataclan qui a marqué fortement l'opinion publique française. Attentat qui s'inscrit quand même, je souhaiterais le préciser, dans une tentative de déshumanisation, de diabolisation des musulmans. Je fais une autre parenthèse, les musulmans sont quand même les victimes les plus nombreuses des attentats dits islamistes. Alors soit les islamistes ne savent pas choisir leurs cibles, soit ils sont, comme tu le disais tout à l'heure, des mercenaires au service de gens que nous connaissons bien et dont ils servent la cause, puisque Al-Jolani était sur la liste des terroristes pour qui on était prêt à payer beaucoup d'argent pour 10 millions, l'arrestation. il y avait 10 millions de dollars. Voilà, et qui maintenant est reçu avec le tapis rouge, que ce soit à Paris, à Moscou et à Washington cette semaine. Au fond, ces gens sont terroristes quand ça arrange l'Occident et ne le sont plus quand ça arrange l'Occident. C'est pour ça que je repose la question, à qui a bien pu profiter le crime, Jean-Michel? Eh bien, c'était le sous-titre des fiancés de la mort, de mon livre, Les stratèges de la terreur. La terreur est un outil politique, un outil militaire. On sait que la guerre est
une prolongation de la politique ou de la diplomatie par d'autres moyens, moyens évidemment plus brutaux. Et quand on n'a pas les moyens de faire la guerre directe, on fait la guerre indirecte, celle du sabotage, celle de la manipulation. C'est ce qu'on appelle les guerres hybrides aussi, ou la cyberguerre, toutes les formes de guerre modernes, et dans laquelle des États comme le Royaume-Uni, qui n'ont plus d'empire, qui sont extrêmement faibles, qui n'ont quasiment plus d'armée, plus de marine, plus rien du tout, mais ont encore une expertise réelle dans les manipulations, dans les sabotages. Je pense par exemple à Nord Stream 1 et 2, qui l'a fait. Les pays ayant une véritable expertise dans ce domaine, c'était les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, éventuellement peut-être un petit peu la Norvège, mais certainement pas les Polonais ou les Ukrainiens, alors qu'on a mis tout le dos sur un commando de bras cassés ukrainien, parce que c'est une opération qui a été extrêmement bien montée, très bien organisée, et dont les résultats géoéconomiques, géostratégiques ont été extrêmement porteurs, extrêmement lourds. Voilà, comme aussi l'opération dans laquelle a peut-être trempé le MI6, à savoir l'opération Toile d'araignée, quand des camions sont arrivés au cœur du territoire du sol russe pour larguer leurs drones sur 4 ou 5 bases stratégiques et démolir, pas complètement, mais endommager une quarantaine de chasseurs, là aussi tout à fait stratégiques. Sont des opérations remarquables, à la fois d'intelligence, de conception et de réalisation. Donc, le terrorisme est un atout maître, mais dont on use avec évidemment modération. Mais je n'en exclus pas d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Ce sont des dizaines de milliers d'experts en explosifs, en bâtiments, tout ce que vous voulez, qui aux États-Unis sont persuadés que le 11 septembre n'a été une fantastique mise en scène qui a permis d'ailleurs une sorte de coup d'État. Monsieur Bush, Bush Junior, ayant été écarté à un moment donné, avant que le pouvoir ne se recompose à grande vitesse autour de buts de guerre qui étaient déjà définis avant le 11 septembre, à savoir tous les États qu'on a vus être démolis les uns après les autres, la Syrie entre autres, mais la Libye, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan, etc., etc., etc. Il y avait une liste de 7 qui avait été arrêtée. On a des témoignages. Comme vous l'aviez dit aussi pour Madame Clinton. Madame Clinton avait dit, mais Daesh, je crois qu'elle parlait de Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, a bien distingué d'Al-Qaïda, mais ils sont complémentaires, ils poursuivent les mêmes buts, mais par des moyens différents. Daesh, c'est nous qui l'avons instrumenté, fabriqué, manipulé en fonction de nos besoins politiques. Absolument. Alors, Jean-Michel, il s'est produit un autre événement, si tu veux bien, cette semaine, c'est la libération de Nicolas Sarkozy au bout de 21 jours de prison. Alors moi, j'ai en mémoire certaines déclarations de Nicolas Sarkozy lorsqu'il se plaignait du laxisme de la justice, lui reprochant de ne pas faire appliquer les peines jusqu'à leur terme. Et là, on constate qu'effectivement, il est quand même le premier à en bénéficier. 21 jours de prison pour un type qui a été condamné pour association de malfaiteurs, c'est du jamais vu. Alors, si tu veux bien, on va diffuser les premières images de Nicolas Sarkozy quand il est sorti de prison. Enfin. Allez, ferme les gars. Allez, on baisse.
Alors, Oui, je me souviens d'un titre du journal Marianne parlant de Sarkozy, que ce journal surnommait le voyou de la République. Et en constatant les moyens qui sont déployés pour sa sortie de prison, on n'a pas l'impression que c'est un voyou, quelqu'un qui a été condamné pour association de malfaiteurs et pour qui on met à la disposition des moyens extraordinaires, chauffeurs, les services moyens de chef d'ordre. d'État. Sauf que Sarkozy n'est plus chef d'État, il n'est plus rien. J'allais presque dire, c'est un bandit en cavale. Ce qu'il faut, Eric, pardonne-moi, oui, mais il y a une chose qui me frappe dans tout cet épisode, c'est, je ne vais me référer pas à LCI, mais à CNews. C'était l'hystérie la plus totale, la plus absolue. Sarkozy en prison, quelle horreur, c'est monstrueux, c'était comme le vol des bijoux impériaux au Louvre, c'était l'humiliation de la France. Mais Sarkozy est un criminel, et de la pire espèce. Il a fait assassiner, alors là aussi, j'étais pas sur place, j'avais pas mon téléphone qui filmait, mais il a fait assassiner sans doute. Éric Zemmour en parle d'ailleurs, mais là on n'a pas entendu Éric Zemmour sur la question. On parle dans un de ses livres, mais il n'est pas le seul, a fait assassiner l'assassin de Sarkozy. Comme ça, on pouvait être sûr quand on fait disparaître les témoins. L'assassin de Kadhafi, tu veux dire? Oui, oui, ça doit être la fatigue. Oui, il a fait assassiner l'assassin de Kadhafi, qui est venu mourir sagement, comme, comme bien d'autres, qui est venu se mourir à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, quand il était encore en fonction. Je parle de cet hôpital. Et eh bien, il a fait cette guerre à la demande de M. Obama, prix Nobel de la paix, avec l'aide de M. Kouchner, de M. Bernard-Henri Lévy, et j'allais dire, et tout le Bataclan, enfin toute la clique, alors que la Libye de M. Kadhafi servait de bassin de rétention, hein, c'était la bassine de Sainte-Soline, pour l'immigration sauvage qui déferlait de l'Afrique. En total, on a eu Lampedusa, on a eu les vagues terribles qui se sont abattues sur les côtes italiennes et en France. Merci, Monsieur Sarkozy. C'est le merdier innommable. On continue à se massacrer, je ne prends que le cas de Libyen, à se massacrer en Libye. C'est en permanence. Ayant vidé les arsenaux de M. Sarkozy, des gens, d'anciens djihadistes qui avaient été mis en prison et libérés par M. Kadhafi, sont venus s'armer et, avec l'aide d'ailleurs de contingents de forces armées du Qatar, sont allés foutre le merdier en Syrie. L'origine du conflit syrien est directement issue des événements libyens. Je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas le Dieu, il faudrait y consacrer une émission savante, mais alors ne parlons pas du retour dans le commandement intégré dans l'OTAN. Je rappelle, il faut le faire et insister lourdement, ça veut dire que nos maigres forces armées, peut-être pas quand même notre défense stratégique nucléaire, mais tout le reste est directement sous le commandement américain. C'est pas la France qui commande à son armée, ce sont les Américains, hein, par le truchement de l'OTAN. Donc retour dans le commandement intégré, trahison avec le projet de traité constitutionnel européen qui avait été retoqué à 54 ou 55% par les Français en 2005, en mai 2005, et que lui fait
chassé par la fenêtre, il fait rentrer ça par la cheminée, et un vote du Parlement, c'est-à-dire du Congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis, ce qui montre bien d'ailleurs ce que sont nos élus. Hein. Ne pas oublier qu'en France, il n'y a pas de mandat impératif. Je vous ai dit, mais vous vous déclarerez, par exemple, contre l'avortement, vous déclarerez devoir agir fermement contre l'immigration submersive. Non, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, les futurs élus vous font, d'abord, sont présentés uniquement par les partis, ils vous font la danse du ventre, et une fois qu'ils ont eu votre bulletin dans l'urne, ils font ce qu'ils veulent. Et on le voit bien d'ailleurs actuellement. Je crois que la démocratie est profondément malade, puisqu'elle a permis à l'arrivée au pouvoir de gens comme M. Sarkozy, puis de M. Hollande, et alors M. Macron étant le fin du fin, le meilleur de tous, qui, en quelques dizaines d'années, 40, depuis l'élection de M. Mitterrand, ont réussi à complètement démolir ce pays. C'est comme ça, c'est un constat. Merci, M. Sarkozy. C'est lui, on a vraiment l'impression que c'est Jean Valjean qui sort après ses 19 ans de bagne et qui va s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Non, M. Sarkozy est un personnage peu ragoûtant. Et je trouve qu'on nous dit la droite, l'extrême droite, l'ont soutenu, mais c'est pas vrai. De quelle droite parle-t-on? La droite de CNews? Mais c'est pas la droite, ça, c'est rien du tout. Même si c'est la première chaîne télévisuelle d'information en continu en France, parce qu'ils sont racoleurs, mais ils tiennent des positions qui sont à vomir. Un peu d'ailleurs comme Boulevard Voltaire, comme tous ces gens, comme TV Liberté. Il y a du bon, évidemment, sinon on ne les regarderait plus du tout. Il y a du bon, mais par exemple, leur position à l'égard des questions du Levant, de la Palestine, aujourd'hui c'est la Cisjordanie, hier c'était Gaza, mais enfin bon, le cessez-le-feu. Actuellement, là, j'ai vu que pour Gaza, les arrivées d'eau sont coupées. Donc, après avoir fait mourir de disette, je ne sais pas dit de famine intégrale, mais avoir plongé la bande de Gaza dans la disette, maintenant on va les assoiffer et les contraindre à ne boire que les eaux polluées. Ça fera encore un peu plus de morts. Eh bien, le jour où la soi-disant droite en France, je dis bien soi-disant, se nourrira, plutôt s'abreuvera à certains principes de morale internationale, on ne peut pas chasser, il faut faire de la réelle politique, c'est certain. Hein, il y a des raisons d'État aussi qui l'emportent, mais jusqu'à un certain point. Tout ne justifie pas tout. Alors, j'aimerais te faire réagir, mon cher Jean-Michel, sur une capsule réalisée par Hicham Hamza de Panhamza, qui a la particularité de me contrarier quand il se transforme en porteur de ragots ou colporteur de mensonges, mais je préfère quand il fait son travail de journaliste et quand il le fait bien. Et là, en l'occurrence, il nous parle de Sarkozy et de ses liens particuliers avec le Mossad. Oui, j'ai vu cette vidéo, oui. Alors, on va la voir. Salut à tous. Hier, je vous ai révélé l'existence d'un courriel anonyme de 2007 adressé à une centaine de hauts fonctionnaires et faisant état de l'appartenance au Mossad de Nicolas Sarkozy. J'ai corroboré également cette allégation avec deux éléments d'information. Premièrement, la fameuse guerre en Libye contre Kadhafi déclenchée par Nicolas Sarkozy, une guerre qui fera le jeu d'Israël. Et deuxièmement, cette photo montrant une proximité entre Claude Guéant, bras droit de Sarkozy, et Raphaël Eitan, l'espion du Mossad qui aurait mis en place ce recrutement en France au sein du parti gaulliste. Aujourd'hui, je vais vous rajouter trois autres éléments d'information qui corroborent cette allégation selon laquelle le parti gaulliste aurait été infiltré dès 1978 par Israël
avec comme recrues Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, Pierre Lelouch et Patrick Devedjian. Et Sarkozy aurait été, d'après cette allégation, d'après ce courriel anonyme, la 4e recrue de Mossad en 1983. Premier élément, celui que j'ai révélé moi-même il y a 1 an. Rappelez-vous, je vous avais révélé que Nicolas Sarkozy était en contact avec Jeffrey Epstein, le pédocriminel américain et agent du renseignement israélien. Je me suis basé sur des mails piratés qui m'ont été fournis, des mails indiquant une connexion entre Epstein et Sarkozy. Évidemment, cette affaire, depuis 1 an, n'a pas été relayée par la presse française, ni mainstream, ni alternative, et encore moins dissidente, alors qu'aux États-Unis, des médias indépendants commencent à publier eux-mêmes des révélations sur la base de ces mails piratés que j'ai en ma possession. Deuxième élément, je vais vous montrer une vidéo que j'ai publiée sur Panamza en 2014, éloquente, je vous laisse la découvrir. Je suis étonné de ce qui va se passer dans quelques jours, où une résolution du Parti socialiste voudrait faire reconnaître de façon unilatérale l'État palestinien quelques jours après les attentats odieux et sanglants de Jérusalem. Là encore, je vous dois ma vérité. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. Je vais vous dire une chose. Je me battrai, Patrick, tu le sais, pour que les Palestiniens un jour aient leur État. J'ai pris la responsabilité, qui a été bien critiquée, souviens-toi Claude, de faire rentrer les Palestiniens à l'UNESCO. Mais la reconnaissance unilatérale, quelques jours après un attentat meurtrier, alors qu'il n'y a aucun processus de discussion de paix, au hasard d'une motion déposée par le Parti socialiste pour régler les équilibres entre eux, cela, je ne peux pas l'accepter et je demande à mes amis de ne pas la voter. On veut jeter de l'huile sur le feu? On veut tout compliquer? Vous avez remarqué, on entend Nicolas Sarkozy s'adresser à un certain Patrick. En l'occurrence, il s'agissait de Patrick Balkany, l'autre recrue du Mossad, selon ce courriel anonyme. Troisième élément d'information, et c'est sans doute le plus méconnu, en 2006, un journaliste allemand dénommé Udo Hufkott a publié un ouvrage d'enquête qui s'appelle « La guerre de l'ombre », un ouvrage d'enquête consacré au sujet des services secrets. Et dans l'ouvrage, il raconte que des agents du renseignement britannique et allemand lui ont fait savoir que les émeutes de 2005, les émeutes déclenchées par la mort de Ziad Ebouna, ces émeutes auraient été attisées par des agents provocateurs israéliens, des agents du Mossad. Précisément, Udo Hufkott rapporte que l'intérêt d'Israël dans l'histoire, c'était de faire coup double. D'une part, de dénigrer l'image des arabo-musulmans en France, d'en faire des sauvages, ce qui correspond à la stratégie sioniste depuis maintenant la création d'Israël, à savoir diaboliser, démoniser le monde arabo-musulman afin de renforcer l'hégémonie israélienne au Moyen-Orient. Et là, je vous renvoie aux travaux du chercheur américano-palestinien Edward Said, qui dès 1986 avait deviné, avait compris l'intérêt du Likoud et l'intérêt notamment de Netanyahou à l'époque déjà, d'attiser la haine, le rejet du monde arabe et de l'islam. L'autre but visé par Israël, selon le journaliste allemand Udo Hufkott, qui encore une fois s'appuie sur des témoignages d'agents britanniques et allemands, l'autre but visé par Israël, c'était de garantir la montée en puissance auprès de l'opinion publique française de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, c'est lui qui, quelques jours auparavant, avait parlé de racailles et de Karcher, et c'est lui qui bénéficiera de la tension, de la violence provoquée par les émeutes tout au long du mois de novembre 2005. Grâce à cette situation, Nicolas Sarkozy a pu devenir l'homme qui, à droite, allait émerger comme la figure incontestée de la future présidentielle de 2007. Une réaction, Michel? Alors,
Panamza est réputé pour voir des agents du Mossad partout, mais en l'occurrence, il n'a pas toujours tort. Il y en a qui sont à l'œuvre. J'ai bien noté que dans l'intervention de Nicolas Sarkozy, il dit à la fois, je veux que les Palestiniens aient un État, mais en même temps, il ne faut pas le faire, surtout pas le faire maintenant. Bon, c'est dur en même temps macronien avant la lettre. Hein. On veut un État ou on veut pas d'État. De toute façon, des attentats, il y en a eu en permanence en Israël, et depuis 70 ans et plus, plutôt 77, les négociations n'ont jamais abouti. Quand on était au bord de trouver une solution, eh bien, on repartait à zéro, on remélangeait tout. N'oubliez pas Isaac Rabin, c'est Rabin ou Begin, qui a été assassiné par... Rabin. Oui, c'est Rabin. Oui, confusion dans les noms propres. C'est le signe du vieillissement cérébral. Oui, il a été assassiné par l'un des siens. Et Oui. il faut savoir qu'en Israël même, devant sa maison, il y avait des je ne sais pas comment les qualifier, pas vraiment des orthodoxes, c'est pire que les orthodoxes, des fanatiques, voilà, on va les appeler, qui étaient là, qui soufflaient dans un chauffard pour maudire, pour vouer à l'anathème, au RM, le négociateur qui avait trouvé un chemin de paix, de la paix des braves avec l'Égypte. Il fallait surtout pas le faire. Il faut pas de paix. Il faut de la guerre perpétuelle. Mais là, on a bien vu avec l'élection du maire de New York, qui est un musulman, enfin bon, c'est un chiite, mais qui appartient à la nomenclatura intellectuelle mondiale. C'est pas un type qui est sorti du néant. La communauté juive américaine, au moins pour une grande part d'entre elles, se rend compte que cette affaire palestinienne a été proprement catastrophique et qu'ils auront beaucoup de mal à remonter la pente en ce qui concerne leur crédit. Apparemment, c'est pas une grosse vague, mais c'est 2, 3, 4 congressmen, enfin membres du Congrès, de la Chambre des représentants, peut-être un sénateur aussi, qui aujourd'hui refuse les financements de l'EPAC. Vous savez, l'EPAC, c'est ce groupe de pression qui finance la quasi-totalité, jusqu'à présent 99% des parlementaires américains, mais qui propose même dans certains cas de rembourser. Donc, de ce côté-là, il semble qu'il y ait, je ne dis pas que la pompe est amorcée, mais qu'il y a un mouvement de reflux qui se dessine même aux États-Unis, même si le marché, vous savez, c'est une sorte de boucle. La Maison Blanche, enfin plutôt le département d'État ou le Pentagone donnent des fonds, produisent des fonds par dizaines de milliards de dollars à Israël, qui, avec ce même argent, va racheter de l'armement de l'industrie américaine. Enfin bon, l'appareil militaro-industriel et ce type d'industrie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est comme faire fonctionner, baser une économie sur le pétrole ou l'extraction ou les ressources purement naturelles, ça va un temps. Hein, il faut une base industrielle plus solide que ça, et l'Occident n'a plus de base industrielle, comme vous le savez très bien. Bon, on rappelle quand même que le délit de haute trahison a été supprimé. Et il me semble que ça a été à la fin du mandat Chirac, au début du mandat Sarkozy. Bon, ben, effectivement, parce qu'il tombe sous le coup de la loi. Même qu'il y avait un tribunal spécial, un tribunal pour justement ce type de délit. Quand on veut supprimer crime, on supprime le délit. Il y a un certain nombre comme ça qui ont disparu du code pénal. Comme ça, on peut plus être jugé puisque le délit n'existe plus. Pourtant, donc, monsieur, alors, pleurons sur la libération anticipée. Enfin, c'est une pure guignolade. 3 semaines de prison
Encore une fois, M. Sarkozy n'est pas Jean Valjean. Mais il avait emporté en tôle, comme on dit, le comte de Monte Cristo. C'est ça. Il pensait pas s'évader quand même. Il était comme un coq en pâte, avec deux fonctionnaires de police qui se relayaient nuit et jour. Il a reçu la visite, ce qui était proprement scandaleux, de M. Le Darmanin, ministre de la Justice, oui. de la Justice. Enfin bon, je veux bien qu'il y ait des gens au-dessus des lois, pourquoi pas. Mais là aussi, il faut raison garder. Meden Hagan, disaient les anciens Grecs, rien de trop. Et là, on dépasse toutes les limites. Mais on a vu les gens comme Sarkozy au cours de l'histoire récente, au moins sur 2 siècles, ne font jamais long feu en prison. Et il y a toujours des mouvements politiques ou d'opinion qui se créent pour les faire libérer, et ils sont généralement libérés assez vite. Je pense par exemple à l'assassin c'est parce que c'est de ma génération, ça. L'assassin de 2 pharmaciennes, on sait que c'est lui qui les avait tuées, qui les avait butées, de 2 jeunes pharmaciennes pour piller la caisse. Et son nom, c'est Pierre Goldman, hein, c'est le cousin du chanteur. Il a fait 1 an ou 2 de prison, et puis il est sorti, il est revenu à ses premières amours. Le chien tourne toujours à son vomi, enfin ce genre de chien en tout cas. Et il a dû grenouiller avec les Grappo. Les Grappo, c'était des antiterroristes basques. En fait, tout ça il y a eu du trafic d'armes là-dessous, et il a fini par se faire descendre dans le hall de son immeuble. Mais enfin, bon, il avait été libéré, hein. Et des histoires façon Goldman ou façon Sarkozy, il y en a un certain nombre. Bon, mais Sarkozy, il est peut-être sorti de prison, mais il a sur la tête d'autres procédures Il a qui... déjà d'autres condamnations aussi. Il est en appel, il a été condamné à 1 an de prison. Mais c'est ça, enfin non, mais ils ont perdu le sens commun, les gens de CNews. Je ne fais pas une fixation sur CNews parce qu'ils étaient tous montés sur leurs très grands chevaux, c'était ignoble. Un ancien président de la République, c'était pas un président, c'est un anti-président. C'était un démolisseur du pays, un traître de haute volée. Et tout le monde pleurniche. Mais dans quel monde vivons-nous? Alors on nous dit qu'il y a une droite, je ne sais pas si j'appartiens à la droite, enfin tout le monde dit que j'appartiens à une droite, mais cette droite, elle est à part une poignée de gens lucides, cette droite est introuvable dans ce pays, ça n'existe pas la droite. La droite... Ça dépend pour qui. Il y en a pour qui tu es un islamo-gauchiste. C'est sympa ça. Oui, oui. Islamo-gauchiste. Je savais pas. Islamo-compatible. Islamo-gauchiste compatible. Non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La résistance palestinienne a commencé par être chrétienne, hein, il faut bien le dire. Et voilà. Bon. De même que tous les grands mouvements progressistes, comme le baasisme, qu'il soit irakien ou syrien. Mais on a, Monsieur Bock-Côté nous dit, et à juste titre, qu'on a la classe politique la plus médiocre, la plus nullissime du monde. C'est certainement en partie vrai, mais c'est surtout, ces gens sont incultes. Mais incultes aussi parce qu'ils veulent incultes. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas comprendre. On n'a jamais le niveau intellectuel et culturel et spirituel, d'ailleurs, ça va de pair, hein, tout ça est lié, n'a jamais été aussi bas dans ce pays. Jamais. Bon, et puis dans un pays qui a perdu 3,9 de QI par décennie, on peut considérer qu'en l'espace de 50 ans, ces braves gens ont réussi à fabriquer une masse de crétins non négligeable. Mais je voudrais revenir un instant, si tu veux bien, Jean-Michel, sur ce qui se passe aux États-Unis et l'analogie qu'on peut établir avec la France, parce que le débat dans le domaine politique, mais pas seulement dans le domaine politique, je parle des influenceurs, des réinformateurs comme Tucker Carlson ou Candace Owens ou d'autres, mettent le doigt où ça fait mal et expliquent aux Américains que s'ils veulent retrouver leur souveraineté,
il y a un moment où il faudra mettre les lobbies de côté, et en particulier le lobby israélien qui, comme tu le disais, finance la quasi-totalité du Congrès. Mais en France, on a aussi, à mon avis, ce débat sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte de la capacité d'influence, et je mesure mes mots pour être gentil, d'un certain lobby en France. On a l'impression que les Français, les nationaux, sont devenus un peu des Palestiniens dans leur propre pays, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone. Et puis on a nos amis qui sont nés sous la bonne étoile, qui eux sont des super citoyens. Alors je voudrais te faire écouter une déclaration de Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la venue à Paris de Mahmoud Abbas. Et la question qu'on peut se poser, c'est se dire, mais au fond, à quel titre vous vous exprimez? Est-ce que vous vous exprimez en tant que présidente de l'Assemblée nationale française, ou est-ce que vous vous exprimez au nom du Likoud israélien? Parce qu'on y perd son latin, si tu veux bien. Oui, 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 allons-y, allons-y. Ces dernières années, en multipliant les déplacements, les échanges, le dialogue, à travers nos commissions des affaires étrangères et nos groupes d'amitié. Et cette diplomatie parlementaire, nous l'avons fait vivre aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, où j'ai reçu M. Mahmoud Abbas aux côtés d'une délégation transpartisane de députés. Je vous entends, je vous ressens, mais nous avons pu échanger et j'ai pu lui dire, en tant que présidente de l'Assemblée nationale de la République française, mais aussi en tant que femme, en tant que juive, tout ce que je pensais et tout ce que j'avais à lui dire. Et je peux vous dire que c'est important, toujours, de se parler. Bon. Moi, j'ai un peu de mal avec ces députés. Qui veut toucher à nos héritages, parce que les Français en ont encore trop. C'est vrai que les salauds de Français, le patrimoine des boomers, c'est-à-dire de ma génération, c'est-à-dire les biens acquis, les appartements, pas les actions obligatoirement, hein, se monte à 9 000 milliards d'euros. 9 000 milliards. Là, je ne fais pas de lapsus linguae. 9 000 milliards. Quant au patrimoine, au bas de laine, proprement dit, mais ça se recoupe, hein, c'est-à-dire les liquidités, les comptes, les assurances vie, etc. On en est à plus de 300 milliards. Hein, le bas de laine, c'est quelque chose. Même certains disent beaucoup plus, parlent aussi de milliers de milliards. Il faut regarder les chiffres de la Banque de France. Donc, Madame Braun-Pivet, son père est arrivé, je ne sais pas si c'était un modeste tailleur dans les années 30, il fuyait les persécutions ethno-religieuses, il était polonais, et donc il y a une génération entre le père et la fille, la fille aujourd'hui qui était patronne du Parti socialiste, de la section du Parti socialiste à Tokyo. C'est très folklorique. En tout cas, je ne sais pas par quel réseau, parce qu'elle n'a jamais travaillé de ses petits doigts. Elle a toujours milité, elle était avocate. Cette femme se retrouve à 40 ans, troisième personnage du gouvernement français, ce qui est quand même le second étant, je pense, Monsieur Poher, le président du Sénat, qui en cas de vacances... Larcher, Jean-Michel. Poher, je reviens en arrière. Bon, mais on pourra me traiter d'islamo-gauchiste et en tout cas de vieux schnock à la cervelle délabrée. Mais ça ne me fera pas plus, ça ne me fera ni chaud ni froid. Oui, oui, pas Poher. Poher, c'était autrefois. C'était avec Pompidou, bonnet blanc, blanc bonnet. C'était un slogan plutôt rigolo. C'est ça, oui. Communiste. Donc, Monsieur Larcher, le gros bonhomme plein de soupe, hein, c'est comme ça qu'on qualifiait les gros bonshommes autrefois, plein de soupe, qui est lui le second. Et donc, cette Madame Braun-Pivet,
on ne sait pas très bien de quoi elle parle. Alors, elle accueille monsieur Mahmoud Abbas comme un chef d'État, mais monsieur Mahmoud Abbas, il est comme monsieur Zelensky, il n'est rien. Il n'y a pas eu d'élection, donc c'est un type qui marche sur l'eau. Alors, il a le titre, mais d'abord, on sait qu'il est, lui, il est véritablement atteint de ses naissances. Donc, il n'est rien, il ne représente rien. Mais la politique internationale, la politique israélienne a besoin de fantoches, a besoin d'ectoplasme. Monsieur Zelensky aussi n'a pas été réélu. Donc, c'est aussi pour ça que les négociations patinent, parce que si demain matin, il y a des accords qui sont passés avec un monsieur Zelensky qui est dégagé, ce qui pourrait arriver, hein, qui est dégagé du pouvoir, quelle serait la validité des accords qui auraient été passés par lui? Aucune. Monsieur Zelensky n'est plus rien depuis 1 an, 2 ans, je sais pas, enfin un délai tout à fait raisonnable. Et là, il est empêtré dans la énième crise de corruption dans son immédiat entourage, l'un de ses très proches, de ses intimes, qui a financé ses premières émissions de télévision. Vous savez, sur le président, la télévision fabrique des personnages comme ça. Donc M. Zelensky et plusieurs ministres ont démissionné. L'Ukraine n'est quand même pas un pays extrêmement sérieux sur ce plan-là, sur le plan du bon usage des fonds qui leur sont alloués. Et dire que la France se saigne, les Français se saignent, pour pouvoir alimenter encore et toujours plus cette guerre. Là, il y a aussi des criminels. Je parle de ceux qui entretiennent la guerre, qui gratouillent la plaie et remuent le couteau dedans à l'occasion, les Mme von der Leyen, les M. Merz en Allemagne et M. Keir Starmer au Royaume-Uni, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi le Polonais et tout ce que l'on veut. Oui. Ces gens-là sont de véritables criminels. Les jeunes hommes meurent, jeunes et moins jeunes, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient russes. Et les Russes, d'ailleurs, ont l'air de vouloir mettre les bouchées doubles. Il y a eu des bombardements assez intenses sur Kiev. Alors, il y a des dégâts collatéraux, il y a des immeubles, la DCA fonctionne, les missiles antimissiles aussi. Et donc, il y en a qui retombent sur des immeubles d'habitation et on dit que les Russes visent systématiquement et volontairement, délibérément, les zones résidentielles. Je n'y crois pas un seul instant. Mais bon, il y a eu 6 morts, c'est à déplorer, mais ce sont des 400 drones, je crois, une quinzaine de vecteurs plus ou moins hypersoniques qui sont abattus en rafale sur Kiev. Et surtout, je crois que c'est Pokrovsk qui est en train de tomber. Oui, qui est tombé, oui. Qui est tombé ou en train de tomber. Enfin, il y a des points névralgiques et même stratégiques qui sont en train de sortir du contrôle ukrainien. Donc les choses vont mal, mais l'Europe va tout faire. Encore une fois, là, il y a eu une déclaration c'est le ministre, c'est une femme, une bonne femme, personne ne la connaissait celle-là. Une bonne femme, ministre des armées, on dit. Avant, c'était le ministre de la Défense, ministre de la Guerre. Maintenant, c'est le ministre des Armées qui nous a dit qu'il faut vraiment se préparer avec ardeur à reconstituer nos forces. Enfin, on part de très bas, hein, une armée opérationnelle de 25 000 hommes qui n'a pas tous les matériels, tous les équipements nécessaires. Du matériel, on l'a vu dans l'opération Barkhane, on l'a vu au Sahel. Le matériel était déficient, on est obligé de cannibaliser des chars ou des aéronefs pour pouvoir remonter, réassembler ça sur des machines brinque-ballantes ou même branquignoles. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, ça amuse le monde, de même qu'on nous terrorise littéralement, peur panique avec le réchauffement climatique. Ça permet d'essayer de faire tourner la boutique, l'industrie chinoise des panneaux solaires, l'industrie allemande des turbines éoliennes,
des pompes à chaleur qui doivent être aussi allemandes. Bon, acheter des pompes à chaleur, acheter de la bagnole électrique, personne n'en veut, mais ça permet d'essayer d'éponger ce fameux bas de laine, le bas de laine, là, le bas de laine des Français qui ont mis 3 sous, 4 sous de côté pour leurs vieux jours ou en cas de coup dur. Là, il faut éponger tout cela et remettre ça dans la grande lessiveuse. C'est ça. C'est ça. Jean-Michel, on est à 55 minutes d'émission. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble avant de se quitter. Tu connais certainement le docteur Jérôme Marty, qui a été un médecin de plateau extrêmement présent sur les chaînes de désinformation mainstream, qui nous a expliqué qu'à cause du fait que plusieurs milliards d'individus avaient été vaccinés, on avait désormais un recul extraordinaire de plusieurs années, comme si effectivement on pouvait affirmer ça. Alors je veux te faire écouter 2 de ces déclarations. Une au moment où il reconnaissait les qualités de l'hydroxychloroquine pour guérir le Covid, et puis une autre à l'occasion de la venue du président Macron à Toulouse cette semaine. Et tu vas voir la différence entre les deux. Et bon, je vais faire attention à ce que je dis, puisque ce monsieur m'a mis en garde et m'a menacé de procédure parce que il n'aime pas trop mes déclarations, il n'aime pas trop mes écrits. Donc je vais être prudent, mais à lui, je ne lui confierai même pas la santé de mon chat. Alors je vais vous faire écouter ce qu'il dit. Les chats, c'est précieux, hein. Voilà. Que je tiens à vous donner. Il y a quelques minutes, le professeur Didier Raoult, qui dirige l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, Méditerranée Infectiologie, vient de dire que les Chinois avaient mis en évidence que le virus était sensible à la chloroquine. Ça répond in vitro à tous les coups. Ça veut Donc dire quoi? on le savait. On savait déjà que ça agissait sur le SARS-CoV. Il y a des années, on l'avait vu, ils ont fait du repositioning, c'est-à-dire qu'ils ont pris d'anciennes molécules qui présentent aucun risque et ils les ont testées sur le virus. Et ça fonctionne à la chloroquine. Donc il le dit lui-même dans une vidéo qui titre « Fin de partie ». Et il dit que ça serait l'infection respiratoire la plus facile à traiter puisque répondant à la chloroquine. Expliquez-nous comment ça fonctionnerait pour soigner alors. C'est un antipaludin synthèse, donc ils l'ont essayé, si tu veux, ils l'ont essayé sur le virus et in vitro, le virus répond à la chloroquine, c'est-à-dire qu'avec 500 mg de chloroquine pendant 10 jours, on guérit et on améliore grandement, dit-il dans sa vidéo, l'infection. Donc on est sur une piste qui est une piste non négligeable et très importante et à suivre. Et c'est une molécule qui est utilisée pour quel type de pathologie? Le paludisme. D'accord. Donc on aurait trouvé une molécule qui pourrait nous prémunir de ce virus. Voilà, alors donc il n'y aurait pas besoin de vaccin? Il faut rester prudent, mais si on en croit la vidéo de Didier Raoult mise en ligne encore une fois cet après-midi, ils sont sur on peut le prendre au sérieux. Oui, bien sûr. Oui. Et à quel moment on pourra dire il a raison, parce que vous dites que c'est une piste d'infectiologie en France. D'accord, mais alors là c'est une piste. À quel moment on pourra dire officiellement voilà, c'est ça le. Il faut lui demander, mais lui devant un parterre, on entend qu'il y a des gens il parle à des gens, il donne une petite conférence devant des gens, il dit voilà, ça serait l'infection la plus facile à traiter, quoi. Donc ça c'est la bonne nouvelle de cette fin de. Voilà. Intéressant, donc. Oui, mais on n'a pas vu la deuxième partie. Non, je vais la mettre tout de suite, mais ça, c'était. Oui, avant, je donne une bonne nouvelle. Apparemment, pour la maladie d'Alzheimer, il y aurait la combinaison d'oméga 3 et de vitamine B6 qui donnerait d'excellents résultats. Donc, au lieu de prendre des molécules qui vous démolissent, essayez, ça coûte rien et ça fait pas de mal. Comme l'hydroxychloroquine qui apparemment est aujourd'hui utilisée dans bien d'autres infections et qui donne d'excellents résultats. Mais ça n'a pas duré longtemps puisque là, le professeur Marty avait l'air de reconnaître les grands mérites du professeur Raoult, mais ensuite le vent a tourné et le vent était un vent mauvais. Et voilà, et ça donne ça. Favorise cette communication
en finançant un certain nombre de structures dont je parlais, qui ont industrialisé cette attaque et qui ont industrialisé cette manipulation. Et donc, il va falloir lutter. Il va falloir lutter, et ça se fera autrement que par les paroles. D'abord, il va falloir ne plus avoir du tout, mais du tout, d'indulgence vis-à-vis de ceux qui communiquent des doctrines, des fausses doctrines scientifiques qui mettent en danger la population. Quand on prend la responsabilité de diffuser des fausses informations et qu'on le fait par des associations ou des structures qui ont été fondées pour cela, on met en danger la vie des gens et cela doit se payer très cher, très cher. Autre chose, ce qui nous ralentit, c'est le manque de culture scientifique, vous en avez parlé, mais c'est aussi le manque de culture scientifique des parlementaires. Il faut avoir le courage de le dire. Je pense qu'il faut obliger les parlementaires à avoir une formation scientifique quand ils font face à une crise sanitaire. On ne peut plus avoir des parlementaires qui relaient de la fausse science en pensant qu'elle est juste. Et puis, on doit se l'avouer, il y a quantité de parlementaires qui relaient cela parce qu'il y a un réservoir électoral et que ce réservoir électoral peut les amener à avancer en se upgradant dans le classement politique. Oui. On a vu qu'aux États-Unis, le mouvement QAnon a participé très largement à l'élection du président Trump. Et on a la même chose aujourd'hui en France. On a des petits mouvements politiques, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, qui ont très largement pris avec eux les mouvements les plus extrémistes complotistes, ceux qui appelaient à notre décapitation. Et puis on a l'extrême droite et l'extrême gauche qui jouent un rôle qui est très malsain là-dedans et qui n'osent pas véritablement prendre des positions dures contre ceux qui nous font la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Donc c'est bien qu'enfin vous saisissiez ce sujet. Vous n'avez pas été exempt de faute. Le fait d'avoir un peu adoubé le professeur Raoult nous a fait perdre beaucoup de temps. Et le professeur Raoult, qui a été à la base, vous le savez, d'études falsifiées, d'utilisation d'un traitement non conventionnel dangereux dans la Covid, je veux dire, à un moment, il faut mettre un stop à tout ça, il faut aller faire le ménage à l'IHU, c'est aussi un aparté que je fais, mais ce sont des exemples qui sont très symboliques et que la science attend. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, je suis là. Merci. Merci pour ce combat que vous allez mener. Menez-le au bout. N'ayez pas peur de renverser la table. N'ayez pas peur d'avoir un discours fort et dur, parce que le complotisme, les dérives anti-science, c'est aujourd'hui une forme de terrorisme. Merci. Merci. Voilà, donc... Je rappellerai simplement à ce charmant docteur Marty qu'on ne s'est pas fait vacciner en Suède, il n'y a eu aucune obligation, aucun confinement, et qu'on n'est pas mort plus chez les Suédois qu'on est mort ici, même plutôt moins. Il ne faut pas oublier qu'on foutait n'importe quoi, vous aviez un bobo, Covid, vous aviez une grippe, Covid, tout était Covid, il fallait remplir les tableaux Excel pour les statistiques. Oui, il y a l'Afrique s'est pas fait vacciner, l'Afrique n'est pas morte en masse. Et pourtant, les déficits nutritionnels en Afrique sont bien réels. Donc, les populations sont plus accessibles aux maladies infectieuses. Mais je ne suis pas scientifique. J'ai vu passer un commentaire en me disant que Alzheimer, c'était des plaques amyloïdes. Oui, sans doute. J'ai dit qu'il pouvait y avoir un effet thérapeutique possible avec de l'oméga 3, ça ne mange pas de pain, et avec la vitamine B6. Moi, je suis pour j'ai eu l'occasion de vérifier que la super grande médecine chimique et tout ce que vous voulez est parfaitement... il vaut mieux d'ailleurs s'en passer et crever tranquillement. Et pourquoi ne pas essayer des médecines moins invasives, moins traumatisantes, moins démolissantes, pourquoi pas. Et puis, Hippocrate l'a bien dit, nous sommes ce que nous mangeons, donc il faut faire très attention à notre nourriture. Je me serais trop recommandé de manger plutôt bio, et des pesticides, les mutants, ceux qui
les mutants, enfin, qui perturbent notre système endocrinien, sont certainement pour beaucoup dans le mal-être et le malaise de notre société. Ne parlons pas des programmes de télévision. Oui, mais c'est extraordinaire, mais n'oubliez pas la façon dont on a démoli Montagnier. On aurait dû avoir au moins un peu de respect pour le vieux monsieur, le vieux savant qu'il était, et peut-être prendre en considération. Montagnier défendait, vous savez, cette idée, non pas anti-pasteurienne du terrain. Hein, ça a été les deux grandes écoles qui ont été en concurrence, et je crois que Pasteur s'était d'ailleurs réconcilié avec son opposant, enfin plutôt son contradicteur, le terrain. Il faut avoir un terrain, donc c'est pour ça que je vous parle de l'alimentation. Alors bien sûr, ça ne nous guérira pas de la mort, ça c'est certain, mais on peut essayer de mourir en pas trop mauvaise santé, ça serait plutôt pas mal. Et c'est ce qui est arrivé à Socrate, qui a dit à ses amis, au moment où il buvait la ciguë, a dit à Socrate, n'oublie pas de sacrifier un coq à Asclépios, Esculape, Asclépios. Et on peut dire que Socrate, en exprimant ce vœu d'un sacrifice ultime post-mortem, souhaitait remercier le dieu de la médecine de l'avoir guéri de la vie. C'est vrai que la vie aujourd'hui devient lourde, pénible pour beaucoup d'entre nous, et il faudrait bien que, comme les chats, nous finissions par retomber sur nos pieds et redonner un véritable sens à ce mot science, parce que l'on voit bien que on accuse, par exemple, M. Trump de combattre la science, mais est-ce que les transitions de genre extraordinairement mutilantes et parfois avec des résultats déplorables, les transitions de genre, c'est de la science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, avait dit ce grand médecin et prêtre qui était Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, où est la science? C'est celle qui impose les grands laboratoires? Je ne crois pas. En tout cas, je n'en suis pas convaincu. Et cette science qui s'impose à nous, qui nous domine et qui ment en permanence, elle fait partie, comme vous l'avez dit, cher Eric, des chaînes de désinformation continue. Voilà, à nous d'essayer de naviguer dans cette mer des Sargasses, encombrée de plastique, et d'essayer de tirer notre épingle du jeu. Mais c'est pas avec Macron et c'est pas avec nos parlementaires tels que nous les avons, parce que vous allez voir, je vous fais une prédiction, il n'y aura pas de budget voté, il y aura liquidation du gouvernement, mais à la fin de l'année, ça veut dire que M. Macron aura encore gagné du temps, parce que je ne vois pas très bien comment on pourrait sortir de l'impasse, même avec le secours des socialistes, dont Mme Braun-Pivet est une éminente représentante. Elle aussi, elle est comme M. Sarkozy, elle aime beaucoup les Palestiniens quand les Palestiniens prennent des bombes sur le museau. Voilà, mais c'est l'islamo-gauchiste que je suis qui parle, qui s'exprime évidemment. Donc vous avez le droit moralement de me condamner, pas autrement, moralement. C'est ça. Merci Jean-Michel. 1 heure, c'est trop court pour faire le tour de l'actualité, mais nous, on se retrouve tous les mois. Je veux remercier au passage Sam Léo et Caroline Ruby pour la modération du chat. Je voudrais remercier nos amis internautes d'être fidèlement présents pour nos émissions. Je vous donne rendez-vous demain à 20h. Je reçois notre ami Thierry Messant, à qui je transmettrai tes salutations, mon cher Jean-Michel. Oui, tu peux. Voilà, et puis nous, on se revoit dans un mois. Et, cher Eric, pense à me faire parvenir le lien pour que je puisse le diffuser. Oui, je te l'envoie par mail? Oui, par courriel. Oui. D'accord, très bien. Je fais ça dans la demi-heure qui vient. Bonsoir à toutes, à tous, haut les cœurs, et gardons le moral, hein, c'est nécessaire. Et puis soyons fraternels plus que solidaires
les uns avec les autres, serrons les rangs entre gens de bonne foi et de bonne volonté et qui essayent de se repérer dans les ténèbres qui nous envahissent. Voilà. Mais enfin, il y a la lueur de l'aurore au bout du tunnel, j'en suis persuadé. Que Dieu t'entende. Bonne soirée à vous tous et à demain. Merci encore, Jean-Michel. Que le ciel nous garde. À bientôt. Ça nous garde, oui.